Ce qu'ignore totalement Jean-Luc Caillez, c'est que depuis le début, sa garde à vue est filmée. Derrière des écrans, une équipe expérimentale de gendarmes spécialisés en psychologie analyse toutes ses réponses et son comportement. L'atout que M. Caillez ne connaît pas, c'est qu'on est aidé d'une unité un petit peu particulière, donc d'une unité d'analyse comportementaux, ce que le commun des mortels appelle les profileurs. Leur boulot consiste à assister les gendarmes sur des affaires compliquées, sur un plan psychologique, méthode d'interrogatoire. Mardi 13 septembre 2005, dans la petite ville de Soisy-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Dans cette résidence moderne, au numéro 1 de la rue, habite Audrey Joannet, une jeune étudiante en lettres de 24 ans. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Audrey reçoit à dîner sa meilleure amie, Aurélie. Les deux jeunes femmes ne se sont pas vues depuis longtemps, alors ce dîner, c'est un peu un événement. Audrey a invité son amie Aurélie, c'est son amie d'enfance, et elle se voit peu parce qu'Audrey partage sa vie entre Londres, où elle fait ses études, et la région parisienne. Les deux copines se retrouvent, elles sont contentes de se retrouver. Audrey rentre d'un voyage au Brésil, elle a fait des photos, donc elle lui montre les photos. Elles ont 1000 choses que des gamines de 25 ans ou 24 ans ont à se raconter quand elles se retrouvent. Les deux amis ne voient pas le temps passer et il commence à se faire tard. Vers minuit et demi, le dîner se termine, Aurélie est fatiguée et elles ne se sont pas tout dit. Alors comme elles ne se sont pas tout dit, elles ont décidé de recommencer le lendemain et donc elles prennent rendez-vous, redîner ensemble le lendemain soir. Les deux jeunes femmes ne le savent pas, mais ce deuxième dîner n'aura jamais lieu. Le lendemain, vers 20h, comme prévu, Aurélie arrive devant la résidence d'Audrey. Mais quand elle sonne... Pas de réponse. Elle a aperçu sur le parking la voiture d'Audrey. Donc elle se dit, elle est peut-être pas loin, elle est partie faire une course, elle a oublié d'acheter quelque chose. Donc elle attend un petit peu. Après quelques minutes d'attente, Aurélie décide d'appeler son amie sur le téléphone fixe, mais personne ne décroche. Elle essaie alors sur le portable et elle tombe directement sur la messagerie. Inquiète, Aurélie décide alors de prévenir une amie de la mère d'Audrey, Marie-Claude Vigo, qui vit à proximité. J'ai Aurélie qui me fait part de son inquiétude, me disant « j'avais rendez-vous avec Audrey, j'ai sonné, j'ai téléphoné, pas de réponse, je n'ai rien, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe. » Marie-Claude Vigo est intriguée. Mais pour elle, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je la connais depuis qu'elle est née, parce que c'est la fille d'une amie. J'ai pensé qu'elle était partie peut-être avec une autre amie. Que quelqu'un est passé, lui a dit bah, « Tiens Audrey, je m'en vais là », et puis elle est partie. Peut-être sans se souvenir qu'elle devait revoir Aurélie. D'un commun accord, Madame Vigo et Aurélie décident de laisser passer la nuit, en espérant obtenir des nouvelles d'Audrey dans les prochaines heures. Le lendemain matin, jeudi 15 septembre, Marie-Claude Vigo essaie d'appeler des dizaines de fois les deux numéros d'Audrey, mais toujours pas de réponse. Elle commence à trouver cela étrange. Je me dis, peut-être serait-il bon que je contacte la voisine de palier d'Audrey. Je sais qu'elle a le double de clés. Madame Vigo décide alors de se rendre à la résidence d'Audrey Joannet en compagnie de la police municipale. Dans le hall d'entrée, Marie-Claude croise le gardien de l'immeuble qui, mis au courant, décide de les accompagner. Tous ensemble, ils se présentent chez la voisine d'Audrey.
elle me dit, non, j'ai pas vu particulièrement Audrey. Et je lui demande si elle a les clés de Madame Joannet. La voisine remet les clés. Et il s'avère qu'elle n'ouvre pas la porte parce que ce sont des clés de voiture. Pourquoi Audrey a-t-elle donné ses clés de voiture à sa voisine? Mystère. Toujours est-il que Marie-Claude Vigo, le policier municipal et le gardien essaient quand même de frapper à la porte d'Audrey. On a sonné à l'appartement, on a tapé, pas de réponse. Et le gardien me dit qu'il serait bon de mettre un petit mot sur la porte pour qu'Audrey se manifeste quand elle rentrera. Il écrit le petit mot qu'il met sur la porte. Mademoiselle Joannet, joindre la police municipale et votre famille à votre retour. Vos proches s'inquiètent. Signé, Monsieur Caillez, le gardien. Une fois le billet accroché sur la porte, tout le monde repart. Mais cette visite n'a pas rassuré Marie-Claude Vigo. D'autant qu'elle a remarqué, elle aussi, que la voiture d'Audrey est toujours stationnée sur le parking. Comment Audrey a-t-elle pu s'absenter si longtemps sans prévenir personne et sans prendre sa voiture? Vendredi 16 septembre. Cela fait maintenant 2 jours qu'on est sans nouvelles d'Audrey. Marie-Claude Vigo décide alors qu'il est temps de prévenir sa mère, Marie-Antonia Joannet, qui vit à une centaine de kilomètres de là. Elle sait qu'elle possède un double des clés de l'appartement de sa fille. Aussitôt, Marie-Antonia décide de rejoindre Soisy-sur-Seine. La mère immédiatement dit, écoutez, je saute dans ma voiture, j'arrive. Elle prend sa voiture, elle habite dans le Loiret et moins d'1 heure après, elle est sur place. Avec son double de clés, la mère d'Audrey et son amie Marie-Claude peuvent enfin pénétrer dans l'appartement. Et immédiatement, quelque chose va les surprendre. Elle me dit, regarde le désordre qui règne. C'était pas un désordre exceptionnel, mais il y avait une assiette qui était restée. La chambre, c'est pareil, il y avait quand même par terre des choses qui étaient comme ça au milieu de la chambre. Et elle me dit, écoute, c'est quand même curieux. Des assiettes, des vêtements qui traînent, l'ordinateur encore allumé et pas de traces d'Audrey. La jeune fille serait-elle partie précipitamment? Ses proches ont bien du mal à le croire. Elle sait que sa fille est un peu bordélique, comme toutes les étudiantes de 24 ans, mais là, quand même, ce qui l'inquiète, c'est qu'elle n'aurait pas laissé pour plusieurs jours l'appartement dans cet état-là. Ça ressemble pas du tout à Audrey de pas tenir informée sa mère de ce qu'elle fait, de où elle va. Audrey est proche de ses amis, Audrey est proche de sa mère, Audrey est proche de Marie-Claude. Et si elle était partie, elle l'aurait dit à quelqu'un. Or là, elle a rendez-vous avec Aurélie, elle n'honore pas son rendez-vous, personne ne sait où elle est passée. Et là, l'inquiétude quand même monte sérieusement, l'inquiétude monte d'un cran, d'un vrai cran. Désormais très inquiète, la mère d'Audrey et Marie-Claude Vigo décident de prévenir les gendarmes. Nous nous rendons à la gendarmerie. Elle parle que sa fille n'a pas de nouvelles, qu'une de ses amies devait la voir, elle ne la voit pas. Et le gendarme lui répond, écoutez, quel âge a-t-elle? Elle est majeure, écoutez, on verra ça après le week-end. Les enquêteurs estiment qu'il n'y a pas d'urgence. Audrey est majeure, elle est libre de ses mouvements. Rien n'indique qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Seulement, ce n'est pas l'avis de Marie-Antonia. La mère décide de rester sur place. Elle n'a pas envie de quitter cet appartement, elle sait que c'est autour elle veut attendre que sa fille revienne, elle veut être proche, elle veut pas repartir chez elle. Elle va donc fouiller l'appartement de fond en comble, essayant de trouver des indices qui pourraient la mettre sur la piste de sa fille. La mère d'Audrey et Marie-Claude Vigo passent la soirée à chercher des indices. Elles épluchent le carnet d'adresse de la jeune femme, à la recherche de la moindre information. Nous restons dans la chambre, nous nous asseyons toutes les deux sur le lit.
Elle téléphone aux personnes qu'elle pense pouvoir lui donner une explication, lui donner un indice, parce qu'elle est quand même désemparée. Elle ne comprend pas. Les heures passent et il se fait tard. La mère d'Audrey décide alors de rester dormir chez sa fille sur le canapé. Au milieu de la nuit, Marie-Antonia ne dort toujours pas, tenaillée par l'angoisse. Elle parvient pas à trouver le sommeil, tout lui remonte à la tête, hein. Elle réfléchit. La mère d'Audrey se remémore la journée. Et c'est alors que tout à coup, un souvenir très précis lui revient en mémoire. Elle a cette espèce de flash. Parce qu'à un moment dans l'après-midi, elle avait cru, je dis bien cru, voir quelque chose qui ressemblait à des cheveux sous le lit. Et elle n'y avait pas prêté attention. La mère d'Audrey se précipite dans la chambre de sa fille. Elle veut en avoir le cœur net. Elle découvre le cadavre de sa fille, sous le lit, nu, allongé sur le dos. Après 2 jours d'angoisse et de recherche, Marie-Antonia est littéralement anéantie. Sa fille disparaît, elle craint le pire, et le pire se réalise de la manière la plus sordide possible, puisque c'est elle qui découvre le corps. C'est extrêmement marquant. Marie-Claude Vigo, elle aussi, est sous le choc. Ayant passé une partie de l'après-midi assise sur le lit, j'avoue que même encore maintenant, j'en ai des frissons. Il est 3 heures du matin lorsque les gendarmes de Soisy-sur-Seine arrivent sur place avec leurs collègues de la section de recherche de Paris. Très rapidement, devant la résidence de Gerville, c'est bleu de gendarmerie. Les gyrophares allumés, les rues sont bloquées. Une fois dans l'appartement, les gendarmes effectuent leur première constatation. Elles sont sans appel. Audrey a été victime d'une agression sauvage. Des traces de strangulation, des traces de lien au niveau des poignets et des chevilles, et qu'elle porte des hématomes au niveau de la tête. Il y a un sillon autour du cou qui est visible à l'œil nu. Elle a très vraisemblablement vécu un calvaire. Les derniers instants de sa vie ont dû être très compliqués. Le corps est nu. Donc, évidemment, on vient assez rapidement à soupçonner un acte à caractère sexuel. Pour en avoir le cœur net, les hommes de la police scientifique passent l'appartement d'Audrey au peigne fin. Des dizaines de prélèvements sont effectués dans le but de découvrir l'ADN du ou des meurtriers. Ils gèlent les lieux et ils se lancent à la recherche du moindre indice. Ils cherchent un poil, un cheveu, un petit crachat, des mégots évidemment, des empreintes digitales, tout ce qui peut ressembler à de l'ADN. Les enquêteurs l'espèrent. Les résultats des analyses effectuées sur les prélèvements, mais aussi l'autopsie du corps d'Audrey, devraient les éclairer sur les circonstances exactes de la mort de la jeune femme. Le lendemain de la découverte du corps, les gendarmes débutent leurs investigations par l'interrogatoire des proches de la victime. Ils cherchent à savoir si son mode de vie a pu lui faire prendre des risques. Mais tous les témoignages convergent. Audrey était une jeune femme sans histoire à la vie bien rangée. Comme le confirme Gérard Bourroux, un voisin d'Audrey Joannet. Une jeune fille sans problème, gentille, polie, correcte.
C'est tout. Audrey fréquentait des jeunes de Soisy que je connais bien parce que je demeure à Soisy depuis de nombreuses années. Donc des gens tout à fait convenables. Pas d'addiction aux stupéfiants, pas d'addiction à l'alcool, pas de comportement à risque, pas une jeune femme qui va aller tous les soirs en boîte de nuit, traîner dans des clubs échangistes ou avoir des relations à répétition avec des hommes différents, inconnus. Non, non, non. Bien au contraire, une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal. Les gendarmes de la section de recherche sillonnent alors le quartier de Gerville, où vivait Audrey, à la recherche d'éventuels indices. Mais là non plus, aucune piste tangible. On n'est vraiment pas dans une cité, on n'est pas dans une banlieue chaude, loin de là. Cependant, il y a tout de même un bâtiment qui intéresse beaucoup les enquêteurs. Un bâtiment qui se dresse juste en face de la résidence de la victime. La résidence présente également la particularité de se trouver et d'être voisine, quasiment attenante, mais séparée juste par une route, d'un hôpital psychiatrique. Cet hôpital est occupé par une centaine de malades. Une dizaine d'entre eux, enfermés dans un pavillon spécialisé, sont même des patients capables de comportements violents. Les enquêteurs se demandent alors si un patient de l'hôpital a pu s'évader et dans la nuit venir agresser Audrey. Le fait qu'un des pensionnaires, un des patients de cet hôpital ait pu, soit à l'occasion d'une sortie ou en ayant fait le mur tout bêtement de cette structure, ait pu se rendre dans la résidence qui se trouve juste en face. Alors on peut effectivement imaginer une personne qui profite du passage d'un occupant, d'un habitant de l'immeuble pour se faufiler et agresser Audrey. Pour les enquêteurs, l'hôpital psychiatrique représente une piste sérieuse. Une équipe de gendarmes se rend alors immédiatement à l'établissement. Donc des vérifications sont effectuées auprès de l'hôpital et il s'avère qu'aucune absence, aucune disparition, aucune fugue, aucune évasion entre guillemets n'est signalée. Retour à la case départ. L'hypothèse d'un fou dangereux en fuite n'est pas retenue. D'autant que la résidence où vivait Audrey est plutôt bien protégée. Un code et un badge électronique sont nécessaires pour accéder au hall d'entrée. Par ailleurs, la porte d'Audrey est munie de plusieurs verrous et ne porte aucune trace d'effraction. Une conclusion s'impose aux enquêteurs. L'absence de traces d'effraction nous amène déjà à nous concentrer en priorité sur des gens qui seraient amenés soit à connaître la victime, soit à graviter dans des milieux proches. En clair, le bâtiment, la résidence. Soit l'agresseur avait les clés de l'appartement d'Audrey, soit il s'est fait ouvrir la porte, ce qui voudrait dire qu'elle le connaissait. On se penche très vite sur les proches parce qu'il s'avère que très souvent, l'auteur d'un homicide se trouve proche de sa victime, a un lien de connaissance. Dans l'après-midi, les gendarmes décident de mieux se renseigner sur les accès de la résidence et sur leur sécurité. Et pour cela, ils s'adressent tout logiquement au gardien, Jean-Luc Caillez. La question que nous avons, c'est toujours la même, c'est comment potentiellement la personne est rentrée dans la résidence. Bon, et pour ça, il faut qu'il y en ait un qui nous explique comment fonctionne l'accès à la résidence. Est-ce qu'il y a d'autres accès que l'accès principal? Est-ce qu'on peut accéder par les caves? Est-ce qu'on peut accéder par le local poubelle, enfin, etc. Et donc, on est naturellement amené à poser un certain nombre de questions au gardien d'immeuble. L'homme se montre particulièrement aimable avec les enquêteurs. Et il est formel. Sans badge ou sans code, il est impossible de pénétrer dans l'immeuble. Mais alors que les gendarmes allaient partir, l'homme va les surprendre par un aveu pour le moins inattendu. Très rapidement, il finit par dire qu'il est connu. Ah oui, mais pas connu, mais connu pourquoi? Et il nous dit qu'il est connu pour des affaires assez graves. Il est lui-même connu pour des faits judiciaires. Il a été condamné à 2 reprises pour des affaires de viol. L'une pour laquelle il a pris de mémoire 7 ans de réclusion et la seconde pour laquelle il a pris 20 ans. Les gendarmes sont interloqués. Pourquoi le gardien les informe-t-il de faits aussi graves? Rapidement, ils comprennent que l'homme a peut-être ses raisons. Jean-Luc Caillez va leur dire Enfin, je vous dis ça parce que vous allez forcément le savoir.
Et forcément, ça risque de faire de moi un suspect, donc autant que je vous le dise avant que vous ne commenciez à penser que je puisse être un suspect. D'ailleurs, aussitôt après cet aveu, Jean-Luc Caillez va démontrer de manière imparable aux gendarmes qu'il ne peut pas être le meurtrier d'Audrey. Car, à sa demande, depuis ses condamnations, il suit un traitement médical qui l'empêche d'avoir des relations sexuelles. De toute façon, j'ai subi une castration chimique, donc je ne peux pas être l'auteur d'un viol. Moi, c'est fini, c'est plus mon truc. J'ai payé ma dette envers la société, j'ai un petit boulot, je suis tranquille. L'homme est plutôt convaincant. Il semble avoir tourné la page sur son passé. Les gendarmes décident donc de poursuivre leur enquête et de s'intéresser maintenant aux autres habitants des lieux. La résidence de Gerville compte une vingtaine d'appartements. Pour les enquêteurs, il est nécessaire de récolter le maximum d'informations. On prend l'immeuble et la résidence et on frappe à toutes les portes et on va voir tous les gens. L'enquête de voisinage est menée. Tout le monde pour essayer aussi de reconstituer un petit peu l'agenda d'Audrey, les dernières heures, ce qu'elle a pu bien faire. Est-ce qu'elle a croisé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un aussi a vu quelqu'un aller chez elle ou autre? Et c'est Gérard Bourroux, un voisin du rez-de-chaussée, qui va leur apporter le témoignage le plus précieux. Le soir où Audrey a été vue vivante pour la dernière fois, il affirme avoir entendu des bruits effrayants. C'est dans la nuit, oui, il était 4 heures du matin, ça j'étais précis assez là-dessus, et j'ai entendu un cri qui m'a réveillé, qui a réveillé ma femme également. Et puis, je sais pas, ce cri m'a inquiété. Pour moi, c'était une personne qui était en détresse. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Je dis, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je me suis habillé et j'ai fait le tour de la maison. J'ai vu un balcon allumé. Cet appartement, il s'avère que c'est l'appartement d'Audrey. Pour les gendarmes, ce témoignage est capital. Si Gérard Bourroux a bien entendu les cris de la jeune Audrey, cela signifie que l'agression et le meurtre de la jeune femme ont eu lieu quelques heures à peine après le départ de son amie Aurélie. Les gendarmes, par ce témoignage, ont une idée précise de l'horaire auquel les choses ont commencé, à tout le moins. Mais le témoignage de Gérard Bourroux ne s'arrête pas là. Comme ça, tout doucement, la lumière s'est baissée. J'ai écouté encore dans le hall pour voir s'il y avait quelque chose qui bougeait ou quoi que ce soit. Et puis rien, donc je me suis recouché. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir qu'effectivement, au moment où le témoin est en train de regarder les fenêtres, il y a quelqu'un dans l'appartement et il y a quelqu'un qui manifestement est réveillé et actif, quoi. C'est pas quelqu'un qui est allé se coucher en oubliant d'éteindre la lumière ou qui a laissé la lumière allumée pour... non. Et là, il y a bien quelqu'un qui baisse la lumière, ce qui peut laisser à penser que l'auteur des faits est à l'intérieur de l'appartement et qui cherche le maximum de discrétion suite aux cris qui ont été poussés. Face aux gendarmes, Gérard Bourroux ajoute que cet épisode l'a tellement marqué que dès le lendemain, il l'a raconté à plusieurs personnes, et en particulier au gardien de la résidence. Gérard est allé voir le gardien en lui disant « Vous n'avez pas entendu un cri là, vers 3h, 4h du matin ?» Le gardien lui a répondu « Écoutez, non, moi j'ai dormi comme un loir, j'ai rien entendu. » Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que lorsqu'ils ont interrogé Jean-Luc Caillez, l'homme ne leur a pas mentionné cette conversation avec Gérard Bourroux. Ce gardien qui, d'un côté, nous apparaît comme extrêmement coopératif, nous expliquant spontanément comment on peut rentrer dans la résidence, comment ça se passe, quel est son passé judiciaire personnel, etc., la castration chimique. À côté de ça, dans sa déclaration spontanée, il ne va pas nous parler de cet élément-là, il ne va pas nous dire que le voisin lui a évoqué le cri d'une jeune femme la nuit du 13 au 14. Ça peut être un oubli dans sa déclaration. Encore une fois, c'était une déclaration spontanée, hein. Ça peut être un oubli. S'agit-il d'un oubli ? Ou bien le gardien a-t-il sciemment caché cette information? Pour avoir la réponse à cette question, les gendarmes décident d'en savoir un peu plus
sur Jean-Luc Caillez. Pour les enquêteurs, dès le lendemain, le porte-à-porte reprend dans la résidence. Mais désormais, les questions qu'ils vont poser vont avant tout concerner le gardien, Jean-Luc Caillez. On va faire comme pour la victime, on va s'intéresser à sa personnalité, son environnement personnel, qui y fréquente, qui y voit, et puis son environnement professionnel, c'est-à-dire comment il est apprécié dans la résidence. Seulement, après avoir interrogé plusieurs résidents, il faut bien se rendre à l'évidence. Personne n'a rien à reprocher au gardien. Bien au contraire. Il rend service d'une façon super à tous les copropriétaires. Il est toujours présent, il balaye, il nettoie, il fait le courrier, il est avenant. Enfin, je veux dire, on n'a pas à se plaindre de lui. Il n'y a pas un locataire qui a quelque chose de désagréable à dire à l'endroit de Jean-Luc Caillez. Cependant, les résidents se souviennent tout de même d'un événement peu ordinaire qui implique leur gardien exemplaire. C'était mercredi, le jour de la disparition d'Audrey. Et ce jour-là, contrairement à ses habitudes, Jean-Luc Caillez avait étrangement manqué à toutes ses obligations. Ils vont découvrir que le mercredi, il n'a pas ouvert ses volets, il n'est pas sorti de sa loge, il n'a pas distribué le courrier, il n'a pas balayé la cour, il n'a pas évacué les poubelles. Personne ne le voit, tant et si bien que plusieurs habitants de l'immeuble vont l'appeler, vont venir frapper à sa porte pour savoir comment il va, parce que ces gens-là s'inquiètent et se disent on ne voit pas notre gardien, c'est pas habituel, c'est pas normal, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a un problème de santé? Est-ce qu'il a dû s'absenter d'urgence? Et ils n'obtiennent aucune réponse. Il y a d'autres locataires qui, eux, n'ont pas fait dans la dentelle, puisqu'ils n'arrivaient pas à obtenir de réponse, ils ont appelé les pompiers. Ils ont tambouriné à la loge du gardien, de Jean-Luc Caillez. À ce moment-là, Jean-Luc Caillez entrouvre la porte. Et la première chose que les pompiers remarquent, c'est qu'à l'évidence, l'homme ne semble pas dans son état normal. Il sort de sa loge tout en sueur. Transpire à grosses gouttes. Il dit, je me sens pas bien, j'ai une espèce de fièvre, vous savez, c'est un ancien légionnaire, hein, Jean-Luc Caillez, donc j'ai attrapé ça en Afrique ou je ne sais où. Il va gentiment éconduire les pompiers, leur expliquer qu'il n'y a pas de problème, que l'intervention n'est pas nécessaire. Coïncidence troublante. La journée où Audrey est assassinée correspond à celle où le gardien se terre dans sa loge. Les gendarmes s'interrogent. Jean-Luc Caillez, cet ancien repris de justice, aurait-il finalement un lien avec le meurtre? Pourrait-il même être l'assassin d'Audrey Joinet? Mais pour étayer leurs soupçons à l'égard du concierge, il faut des preuves. C'est l'autopsie qui va permettre à l'enquête de faire un bond en avant. Lundi 19 septembre 2005, 2 jours après la découverte du corps d'Audrey Joinet, les enquêteurs, grâce aux résultats de l'autopsie, vont en apprendre un peu plus sur les circonstances du décès de la jeune fille. La mort est consécutive à une strangulation. Strangulation probablement faite avec une corde, vu la trace et l'épaisseur de la trace de strangulation. L'autopsie, par ailleurs, révèle la violence des coups, de très nombreux coups, aussi bien à la tête que sur tout le corps, des lésions au poignet. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les analyses confirment la première hypothèse des gendarmes. Audrey a bien été violée. Du sperme a été retrouvé lors de l'autopsie. Donc ce qui pour nous est une nouvelle véritablement très importante, un élément qui est crucial. On sait bien évidemment que le sperme est une signature par l'ADN fiable à 99,9%. Si on a un suspect, on pourra le comparer et savoir de façon formelle, sans aucun risque d'erreur, qu'on a le bon. Le violeur a donc laissé sa trace. Les gendarmes pensent tout naturellement au gardien de l'immeuble, Jean-Luc Caillez. Après tout, l'homme a été condamné 2 fois pour viol. C'est lui-même
qui le leur a avoué. Ça colle merveilleusement bien. On a un gardien qui est connu pour 2 affaires de viol et une locataire qui est violée. Et en plus, il a eu la maladresse de laisser son sperme, donc de signer son crime. Et un nouveau témoin va venir conforter la conviction des enquêteurs. Dans un immeuble situé à quelques dizaines de mètres de la résidence d'Audrey Joinet, les gendarmes vont recueillir un témoignage terriblement accusateur pour le concierge. Ils vont trouver une femme qui leur dit « Écoutez, moi, je suis content que vous veniez me voir. Moi, j'ai des choses à dire sur le gardien. Personne ne m'a cru. » Elle nous explique qu'il la regardait bizarrement, que systématiquement, lorsqu'elle sortait de son bâtiment, soit pour le quitter, soit pour aller à sa voiture, elle trouvait M. Caillez sur sa route, qu'il la regardait d'une manière bizarre. Il la regarde avec des intentions sexuelles. Voilà. Ce témoignage est particulièrement intéressant. C'est la première personne qui, dans la résidence ou dans les gens qui y ont résidé, va nous parler de manière négative de M. Caillez. La jeune femme ne va pas s'arrêter là. Elle raconte qu'1 an et demi auparavant, en rentrant chez elle, elle a surpris le gardien qui tentait de pénétrer dans son appartement. Et au moment où elle arrive devant son appartement, elle trouve M. Caillez devant sa porte avec une clé dans la serrure. Je l'ai reconnu, il s'est enfui, mais je suis sûr que c'est lui. Et ce qui est vraiment inquiétant pour elle, c'est le fait, d'une part, de se retrouver avec le gardien de l'immeuble dont elle a peur devant chez elle, avec une clé dont elle sait pertinemment qu'elle ne lui a pas donnée. À l'époque, la jeune femme avait déposé une main courante à la gendarmerie. Caillez avait nié les faits et, faute de preuves, les poursuites avaient été abandonnées. Mais aujourd'hui, ce témoignage prend une toute autre dimension. C'est la première personne qui nous explique, ou en tout cas qui nous laisse penser que M. Caillez peut s'introduire de manière illicite dans des appartements. Jean-Luc Caillez, c'est vrai que bon, s'il a pu avoir les clés, pourquoi pas celle d'Audrey? L'homme de confiance qui est décrit par la majorité des locataires a au moins été une première fois surpris par un des résidents en train d'essayer de rentrer dans un appartement avec un double de clés non connu du locataire. Là, ça nous interroge quand même de manière très importante. Le témoignage de cette voisine, le comportement troublant de Caillez le jour de la disparition d'Audrey et son casier judiciaire chargé conduisent les gendarmes à placer le concierge en garde à vue. Mais ils ne savent pas encore qu'ils ont affaire à un homme particulièrement insaisissable. Mardi 20 septembre, 8h du matin. 3 jours après la découverte du corps d'Audrey, les gendarmes se rendent à la résidence de Gerville. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que face à eux, Jean-Luc Caillez se montre très détendu. On le trouve devant chez lui. Il n'est pas chez lui, il est devant chez lui, en train de travailler. Il a un comportement tout à fait extraverti et presque fanfaron. Voilà. Il trouve ça un petit peu normal, vu son passé, qu'on vienne le voir pour l'interroger. Les gendarmes accompagnent le gardien dans sa loge et ont décidé de brusquer les choses. Là, sur place, ils vont lui demander un prélèvement de salive pour une analyse ADN. Ils s'attendent à ce que le gardien ait une réaction de refus, ce qui serait à leurs yeux un signe de culpabilité. Et ils vont décider de le faire comme ça, tout de suite, là, dans la loge. En disant, Monsieur Caillez, on voudrait vous prélever votre ADN. Et l'autre dit, bah oui, aucun problème. Et là, étonnement pour nous, aucune réaction. Pour nous, ça tombe à plat, aucune réaction, rien du tout, pas d'inquiétude particulière, pas de changement de comportement. Ouais. Bon. La bonne volonté de Jean-Luc Caillez signifie-t-elle qu'il n'a rien à se reprocher? Les gendarmes seraient-ils sur une mauvaise piste? Après le prélèvement ADN, la perquisition de la loge commence. Et là encore, les gendarmes sont gagnés par le doute. La perquisition en elle-même ne va pas amener d'éléments directement probants. On ne va pas retrouver de traces de cordes, on ne va pas retrouver de bouts de cordes qui peuvent correspondre à la dimension des traces qui sont laissées sur le corps d'Audrey. Il
il fouille partout, et à part un bouquin qui s'appelle L'étrangleur masqué de Prescott, c'est vrai que ça les intrigue un peu, puisque la fille Audrey a été étranglée, mais enfin bon, qui n'a pas des ouvrages avec des titres comme ça dans sa bibliothèque? Ça en fait pas pour autant un suspect. Les résultats de la perquisition sont très décevants. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun nouvel indice. Ils décident d'emmener le gardien à la gendarmerie pour un interrogatoire serré. Face au gardien, 3 membres de la section de recherche de Paris. Il y a le colonel Jean-Philippe Guérin, le maréchal des logis Frédéric Sanchez et le major Éric Barrault. L'interrogatoire démarre dans une ambiance plutôt détendue. Dans un premier temps, on lui fait ce qu'on appelle un curriculum vitae, qui nous parle de toute sa vie, depuis son enfance à sa vie de maintenant, ce qui se passe bien. Sur les premiers temps de la garde à vue, il nous paraît relativement à l'aise, c'est-à-dire qu'on a affaire en face de nous quelqu'un qui, manifestement, d'abord, connaît bien la garde à vue, c'est-à-dire il sait comment ça se déroule. Il est plutôt serein, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a pas de difficulté, la réponse à toutes les questions qu'on lui pose. À chaque fois qu'on lui met un élément qui, pour nous, fait interrogation, il a une réponse à nous avancer. Seulement, l'ambiance change du tout au tout lorsque les gendarmes demandent à Jean-Luc Caillez d'évoquer ses 2 condamnations judiciaires. Dès qu'on va l'amener à parler des 2 affaires de viol pour lesquelles il a été condamné, là, on sent que ça le dérange, ça le gêne, et il veut glisser dessus. Il veut qu'on passe très vite dessus, et il s'étend pas. Puisqu'après 4 heures d'interrogatoire, Caillez n'a rien dit de probant, les enquêteurs misent plus que jamais sur les tests ADN. Sauf que ces résultats leur réservent une énorme surprise. La garde à vue de Jean-Luc Caillez est suspendue quelques minutes. Un pli urgent provenant du laboratoire de la gendarmerie nationale vient d'arriver. Le directeur d'enquête nous demande de mettre fin à notre audition et pour nous communiquer les résultats de l'ADN. Et là, le résultat tombe. L'ADN de M. Caillez ne correspond pas à l'ADN qui a été prélevé sur la victime. Donc là, pour nous, coup de massue. L'annonce fait mal, puisqu'on se dit, bon, on s'est trompé. Les gendarmes sont abasourdis. Les analyses génétiques fiables à 99,9% sont formelles. Ils se sont trompés de suspect. Jean-Luc Caillez n'est pas le violeur de la jeune Audrey. En principe, il faudrait libérer le gardien d'immeuble immédiatement. Mais les enquêteurs décident de ne pas l'informer des résultats des tests ADN. Après tout, si Caillez n'a pas violé Audrey, peut-être est-il complice. On a cette réflexion qui consiste à se dire, d'abord, peut-être qu'il y a plusieurs auteurs, et que celui qui a éjaculé n'est pas forcément Jean-Luc Caillez, c'est pas forcément quelqu'un qui est étranger à l'affaire. Et puis, deuxièmement, on n'a toujours pas réponse à nos interrogations sur les pièces qui s'emboîtent mal du puzzle. Les gendarmes veulent donc garder Jean-Luc Caillez en garde à vue. Ils en font la demande au procureur, le seul à pouvoir l'autoriser, et celui-ci leur accorde un délai supplémentaire. Mais désormais, il va falloir faire vite. Il est décidé donc de nous laisser quelques heures de plus, jusqu'à 20h, pour essayer de l'entendre et éventuellement de tirer quelque chose de son témoignage. À l'issue de cette limite, si aucun élément nouveau n'est découvert, il est décidé de le relâcher, donc de le remettre en liberté, pour ensuite éventuellement poursuivre les investigations sur lui ou sur une autre piste. Il ne reste que 4 heures de garde à vue, le temps est compté. Il faut déstabiliser Jean-Luc Caillez, le mettre face à ses contradictions. Et pour cela, les gendarmes décident d'utiliser une arme secrète. Ce qu'ignore totalement Jean-Luc Caillez, c'est que depuis le début, sa garde à vue est filmée. Derrière des écrans, une équipe expérimentale de gendarmes spécialisés en psychologie analyse toutes ses réponses et son comportement. L'atout que M. Caillez ne connaît pas, c'est qu'on est aidé d'une unité un petit peu particulière, donc d'une unité d'analyse comportementaux,
ce que le commun des mortels appelle les profileurs. Leur boulot consiste à assister les gendarmes sur les affaires compliquées, sur un plan psychologique, méthode d'interrogatoire. Et après avoir attentivement observé le suspect, les profilers de la gendarmerie vont retenir que 2 éléments le mettent très mal à l'aise. Le premier concerne ses pulsions sexuelles mal contrôlées. Et c'est là-dessus que les enquêteurs vont se concentrer. Dans un premier temps, l'homme réagit avec le même argument que d'habitude. Caillez va leur dire « Mais non, moi je suis pas un violeur. Enfin, je l'étais, mais je le suis plus. De toute façon, je suis soigné. Je suis sous camisole chimique. Je suis castré, chimiquement castré. » L'ennui, c'est que pendant la perquisition de la loge du gardien, les gendarmes n'ont trouvé aucune trace de ce traitement de castration chimique. Ils commencent donc à se demander si le gardien continue de prendre ses médicaments. Un type qui se traite en castration chimique a un traitement quotidien, fort, lourd, et donc avec des médicaments. Mais c'est aussi un traitement qui est complètement réversible dès lors qu'on arrête de mémoire en 3-4 semaines de prendre le traitement. L'individu retrouve la totalité de ses fonctions, de sa puissance et de sa libido. Autrement dit, si Jean-Luc Caillez a cessé de prendre son traitement, contrairement à ce qu'il prétend, il peut de nouveau avoir des pulsions sexuelles. Confronté à ce raisonnement, Caillez semble paniquer. Il vient de perdre son principal élément de défense. Cependant, il ne lâche rien. Il ne reste plus aux gendarmes que 2 heures de garde à vue. Il décide alors d'utiliser la deuxième faille de Caillez, révélée par les profilers, sa relation difficile avec sa mère. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'on évoque son nom, Jean-Luc Caillez est plus que troublé. Alors, les enquêteurs insistent volontairement sur ce point. Les gendarmes le branchent sur sa mère. Et il le travaille sur sa mère. Et puis, de temps en temps, il glisse aussi sur Audrey. Le suspect semble en difficulté. Fragilisé par ces 6 heures d'interrogatoire, déstabilisé par les questions sur sa mère, l'homme est plus fébrile que jamais. C'est le moment que choisissent les gendarmes pour abattre leur dernière carte. Ils informent Caillez qu'ils ont interrogé sa mère et elle leur a révélé quelque chose d'important. L'audition de la mère de Caillez avait été particulièrement intéressante sur un point en particulier. Il avait parlé à sa mère de Audrey, la jeune fille, et il lui en a parlé en l'appelant par son prénom. Il m'avait dit que la jeune fille avait fait appel à lui à cause d'un nid de guêpe. Il m'avait dit « Audrey m'a demandé de monter ». Alors les enquêteurs se posent une question. Pourquoi le concierge de l'immeuble appelle-t-il l'une de ses locataires par son prénom? Serait-il plus proche d'Audrey qu'il ne l'avait dit jusqu'à présent? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est ce petit détail pourtant anodin qui va faire basculer l'affaire. Cette attitude-là nous paraît bizarre dans le sens où Caillez ou la famille d'Audrey ou les habitants de l'immeuble n'ont jamais évoqué le fait que Caillez et Audrey étaient proches. C'est quoi cette intimité, là, de l'appeler par son prénom? Vous parlez à votre mère d'Audrey, et là, il est séché. À 1 heure de la fin de la garde à vue, alors que les gendarmes n'y croyaient plus, Jean-Luc Caillez va leur révéler l'effroyable vérité. Il a un moment d'hésitation. Il s'est enfermé dans un silence de 10 secondes, 15 secondes. Il y a un moment qui nous paraît, à nous, interminable, où on sent là, pour le coup, c'est ce moment où on est suspendu à un fil. Il s'est mis la tête dans les mains. Puis il a relevé la tête, il a regardé le gendarme en face de lui, il lui a dit « C'est moi qui l'ai fait. » C'est moi qui l'ai tué. Donc là, grand silence. On se garde bien, nous, de dire quoi que ce soit, de l'interrompre. Et on le laisse parler. Les gendarmes n'en reviennent pas. Ils ont vu juste. Jean-Luc Caillez a bien tué Audrey. Mais alors, comment expliquer que son ADN ne corresponde pas à celui retrouvé sur la scène de crime? Et voici ce que le gardien
va avouer aux gendarmes. L'homme reconnaît qu'il a cessé de prendre le traitement de sa castration chimique depuis presque 1 an. Ses pulsions sexuelles étaient donc revenues bien avant le meurtre d'Audrey. Et en ce début du mois de septembre 2005, elles étaient même de plus en plus fortes. Depuis déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il sent monter en lui ce que lui appelle une pulsion. Et qu'il éprouve ce besoin de viol. Décidé à passer à l'acte, Jean-Luc Caillez a choisi sa cible. Il s'agira d'une de ses résidentes, la jeune Audrey Joannet. Il va nous expliquer que, ayant pris la décision de s'en prendre à Audrey, il va chercher un moyen de pénétrer chez elle parce qu'il n'est pas détenteur du double des clés de l'appartement. Et le gardien sait que la jeune femme a confié un trousseau de secours à sa voisine de palier. Or, il possède lui-même le double des clés de cette voisine. Il va donc pouvoir s'introduire chez elle et s'emparer des clés d'Audrey. Il remplace la clé de l'appartement par celle d'une voiture. Le gardien passe alors à la deuxième étape de son plan. Ça va commencer par la préparation matérielle, où il va fabriquer une cagoule avec un bonnet qu'il a. Des gants en latex, un fusil, des serflex, etc. Tout simplement ce qu'on appelle un kit de crime. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2005, à 4 h du matin, Caillez décide de passer à l'action. Il arrive donc au 2e étage, il introduit tout doucement la clé dans la serrure, il entrouvre la porte. Malgré les clés qu'il a subtilisées, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Audrey avait mis l'entrebâilleur de la porte. Audrey entend du bruit et elle va voir, bien sûr. Et elle dit qui c'est, et lui, Jean-Luc Caillez, dit d'une toute petite voix « c'est moi ». Et là, elle libère la chaîne. Et c'est bien ce cri qu'a entendu le voisin d'Audrey. Caillez explique alors aux gendarmes qu'il a bien tenté de violer Audrey, mais il n'y est pas parvenu. Après m'être allongé auprès d'elle, j'ai baissé ma braguette. Je lui ai demandé de me caresser ce qu'elle a fait. À aucun moment je n'ai eu d'érection. Et pourtant, même s'il ne parvient pas à violer la jeune femme, Jean-Luc Caillez va s'obstiner. Le calvaire de Audrey ne s'est pas terminé à ce moment-là et qu'elle n'a pas été tuée dans son appartement, mais qu'au contraire, il l'a redescendue, l'a ligotée, il l'a redescendue dans sa loge sous la menace de son arme et il va la séquestrer pendant toute la journée du 14 dans sa loge. On a mangé vers midi, j'ai fait des frites et nous avons mangé dans le salon. Nous avons regardé un film d'horreur. Mais comme il ne peut prendre le risque de la laisser seule, il a négligé toutes ses tâches habituelles dans la résidence, ce qui va amener les habitants de l'immeuble à alerter les pompiers. Chose incroyable, quand ceux-ci lui ont parlé vers 16 h, Audrey était donc toujours vivante, attachée et bâillonnée juste derrière la porte. Caillez avoue que vers 19 h, il a décidé de se débarrasser d'elle. Il va donc l'attacher, pieds et poings liés, à une chaise, ce qui explique les traces de liens, en partie les traces de liens qui seront découvertes aux poignets et aux chevilles. Et qu'à partir de là, donc, il va l'étrangler avec une corde à sauter. Le gardien raconte qu'au milieu de la nuit qui a suivi, il a porté le corps d'Audrey jusqu'à son appartement et qu'il a été jusqu'à nettoyer le cadavre pour retirer d'éventuelles traces ADN avant de la cacher sous son lit. Les aveux du gardien sont convaincants. Ils coïncident avec les autres éléments de l'enquête. À un détail près, si le gardien n'a pas violé Audrey, d'où provient le sperme identifié lors de l'autopsie? Il y a effectivement ces traces d'activité sexuelle, de viol, d'activité sexuelle non consentie. Donc il faut l'expliquer. Soit par des actes de Caillez, soit par des actes éventuellement de complices. Et il faut expliquer surtout cette présence de sperme qui n'est pas le sien. Interrogé sur ce point,
Jean-Luc Caillez esquisse alors un sourire. Il nous explique qu'effectivement, l'ADN, si ce n'est pas le sien, c'est lui qui l'a introduit sur la scène de crime et c'est lui qui l'a introduit dans le corps de sa victime. Donc bon, première surprise, parce que c'est pas un mode opératoire habituel. La question suivante qui nous vient, c'est d'où vient ce sperme? L'explication que Jean-Luc Caillez fournit alors va tout simplement méduser les gendarmes. Car pour faire accuser un autre que lui, le gardien d'immeuble avait tout simplement utilisé le sperme d'un autre homme. Et voici comment il s'y est pris. Pour Jean-Luc Caillez, la préparation est très élaborée. Il surveille un couple. Il sait que ce couple a des rapports sexuels et jette des préservatifs. Il va donc récupérer dans la poubelle de ce couple un préservatif usagé. Il va en prélever avec une seringue le sperme. Il va le congeler. De manière à pouvoir mettre un ADN innocent dans le corps de sa victime à venir. Et il fait ça 3 semaines avant le meurtre. Là, les gendarmes tombent de l'armoire parce qu'une histoire comme ça, on l'a jamais vue. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Alors qu'ils se rendent à la résidence pour une nouvelle perquisition, Jean-Luc Caillez va leur dévoiler qu'il avait d'autres projets macabres. Dans la voiture, il nous dit, les gars, vous avez été correct avec moi. Pour vous remercier, je vous fais un cadeau. Chez moi, j'ai un deuxième préservatif que j'avais récupéré dans les mêmes conditions que le premier, parce que j'avais l'intention de commettre un autre fait. Jean-Luc Caillez va même avouer avoir caché un second préservatif, car il avait choisi une deuxième cible. Il s'agissait de la femme du couple illégitime dont il avait fouillé les poubelles. Imaginons, il recommence la même chose qu'avec Audrey. Il a les clés, il rentre dans l'appartement de cette femme, elle est seule, il fait ce qu'il lui fait, il la tue, il lui injecte le sperme retrouvé dans ce préservatif dans sa poubelle. On a 2 cadavres dans le même immeuble avec 2 spermes identiques. Les gendarmes auraient alors logiquement soupçonné l'amant de la voisine. Et l'homme se serait retrouvé impliqué dans un double meurtre. Ça en fait un double meurtrier, à la fois d'Audrey et de cette fameuse voisine qui est sa maîtresse. Alors le mec, s'il n'a pas un alibi en béton ce soir-là, s'il n'est pas au moins en train de dîner avec le préfet de police de Paris, il part au trou. S'il avait été au bout de son plan, Jean-Luc Caillez aurait réussi 2 crimes absolument parfaits. En France, cette nouvelle affaire de récidive concernant un crime sexuel. C'est un gardien d'immeuble qui avait déjà été condamné 2 fois pour viol. Cette fois-ci, il a recommencé, mais a tué sa victime, une jeune femme de 24 ans. Il était sorti de prison il y a 3 ans, après avoir été condamné 2 fois pour viol. Face aux caméras de télévision, les habitants du quartier expriment leur émotion. On est tous carreaux, quoi. Parce qu'il était pote avec tout le monde, mais tout le monde. Enfin, je suis atterrée, hein. Vous voyez, je suis atterrée. On a côtoyé un monstre. Quant à la gestionnaire de l'immeuble, celle qui a embauché Jean-Luc Caillez sans connaître son passé judiciaire, elle est totalement bouleversée. Je ne pouvais pas me douter, je ne pouvais pas savoir. Mais on ne peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette gamine, de penser à sa maman. Je suis bouleversée quand j'y pense. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. 13 mai 2008, presque 3 ans après les faits, Jean-Luc Caillez est jugé à la cour d'assises de l'Essonne. C'est la 3e fois en 25 ans qu'il comparaît devant un tribunal. À son entrée dans la salle d'audience, l'ambiance est électrique. Dès qu'il apparaît, il y a
il y a un haut-le-cœur de la part des résidents qui se rendent compte que finalement c'est ce garçon-là qui est dans le box qui gardait leur résidence. Là, je vous assure que d'avoir M. Caillez tout près de vous, vous devez garder votre sang-froid, mais c'est terrible, c'est une épreuve terrible. Le début du procès est marqué par un incident lorsque Caillez s'aperçoit que sa mère est dans l'assistance. Au tout début de l'audience, quand il voit sa mère, ça va le mettre dans une fureur noire. Il va se lever, tambouriner, demander à ce que sa mère ne soit pas là. Et Caillez a toujours dit « je ne veux pas qu'elle soit là, elle n'y est pour rien dans cette histoire et je ne veux pas qu'elle entende tout ça ». Jean-Luc Caillez, qui a reconnu sa culpabilité, semble en fait motivé par un seul objectif, ne pas être perçu comme un monstre. En gros, il me dit je suis coupable, je reconnais telle et telle chose, mais quand on vient me dire, etc., ça je n'accepte pas. Notamment, alors, sur des choses qui peuvent sembler dérisoires, mais qui sont importantes pour lui. Sur la façon dont il travaillait, sur les ragots qui ont couru sur lui. L'horreur du crime fait qu'il n'est plus crédible et qu'il n'a plus le droit à la parole. Donc combattre ça, il a le droit à la parole. D'ailleurs, pour sa défense, le gardien d'immeuble se présente comme une victime de ses pulsions sexuelles qui, selon lui, seraient quasiment incontrôlables. Il existe chez lui un mécanisme de défense qui est de se considérer comme victime de sa propre perversion, à savoir qu'est-ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce qui me pousse à agir de la sorte. C'est quelqu'un qui a toute cette complexité de personnalité qui caractérise le tueur en série. C'est sur cette conclusion inquiétante qu'après 3 jours de débat, le jury se retire pour délibérer. « 16 mai 2008. Il n'aura fallu que 2 heures pour condamner Jean-Luc Caillez à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre avec préméditation d'Audrey Joinet, précédé de viol avec barbarie. Il s'agit de la peine maximale qu'encourait l'ancien concierge. Le public ne peut s'empêcher d'applaudir. Ce qui va mettre en colère Jean-Luc Caillez. Au moment des insultes et des applaudissements, il se lèvera dans le box et il aura un geste obscène envers l'assistance, l'air de dire « je m'en fous de ce que vous pouvez penser ». Voilà, ce sera sa marque de fabrique durant tout le procès. Aujourd'hui, Jean-Luc Caillez est incarcéré en Alsace. Il ne pourra sortir de prison avant 2030.